Je vais vous présenter une toute petite fouille sur un tout petit site, vous imaginez bien, sur un tout petit site de hauteur de la famille néolithique et du bronze. Donc le site de Montredon, se trouve sur la commune de Saint-Pons-de-Cochien, dans l'Hérault, dans la vallée de l'Hérault, en rive gauche. Topographiquement, c'est une véritable dent, une butte isolée, couronnée d'une dalle calcaire et pourvue d'escarpements de plusieurs mètres de hauteur sur l'essentiel de son pourtour. Le site est très remarquable dans le paysage, comme vous voyez sur les photos. Il domine largement la vallée dans toutes les directions. Il est connu depuis les années 60, découvert par Henri Escaffi, rapidement exploré et observé par Jean Canal à plusieurs reprises. C'est bien à ce dernier que l'on voit l'idée de procéder à des fouilles plus importantes sur ce site. Dès les années 60, des anomalies topographiques, ce que vous voyez en marron là, sur ce mauvais plan, et ici en photo, des anomalies topographiques sont repérées donc sur les photographies aériennes, vous en voyez deux, qui ressortent clairement. Si l'une au nord, en haut, s'avère finalement vraisemblablement une structure d'époque moderne, l'autre en dessous, est-ce que vous voyez, ça marche hein. Ici, cette anomalie topographique qui ressort en nombre porté là, semble bien relier l'escarpement ici à l'escarpement qui se trouve là, dans la zone où le plateau est finalement le plus facile d'accès, puisqu'ici il n'y a pas d'escarpement, il y a des marches tout au plus qui font 1 mètre ou 1,50 m de hauteur, donc c'est vraiment le passage normal. Donc ça pouvait être interprété comme un système de clôture de la partie sommitale du plateau. Rappelons qu'on est dans une zone qui est pas mal riche en vestiges, dont de nombreux sites à enceinte, le plus souvent fossoyés, quand même, attribuables à la famille néolithique ou aux bronze anciens, selon les cas. Le site se trouve en même temps à moins de 3 km de l'Hérault et du site de Roquemont-Garde, je ne sais pas si Jean est encore là, à environ 7 km du site du Puéchaud à Pollan, et moins d'une quinzaine de kilomètres du secteur de Cabrières-Perret et des activités métallurgiques. Donc 3 campagnes de terrain ont été réalisées de 2020 à 2022 et une dernière campagne de post-fouille a eu lieu cet été, j'y reviendrai à la fin. Ces opérations ont été placées sous la direction d'Annie Montesino dans la salle et moi-même avec la complicité amicale de Jean Grinal quand même. Et elles ont permis d'accueillir au total, ce qui m'intéressait avant tout, une quarantaine d'étudiants de l'université Paul Valéry Montpellier 3 en formation. La campagne de sondage nous a d'abord permis de comprendre rapidement que le site implanté sur la partie sommitale de la butte au moins était pour l'essentiel détruit, disons-le, pour commencer, comme ça vous serez pas surpris. Le sommet de la butte lui-même est marqué par une pente légère mais certaine, du nord vers le sud, et il semble bien que toute la partie amont du plateau est érodée directement sur la dalle calcaire. A l'inverse, la partie basse, la base au sud, pouvait présenter des recouvrements de plus d'1 mètre parfois, mais a cependant fait l'objet d'un labour, d'un défonçage profond, récent et assez efficace, il faut le dire, concernant les vestiges archéologiques. On a des mobiliers modernes jusqu'à la dalle. Entre ces deux zones détruites, dans des creux de rochers, des marches, semblent subsister un peu miraculeusement quand même, parfois à moins de 10 cm sous le sol actuel, des vestiges du 3e et du second millénaire avant notre ère. C'est sympathique. 3 secteurs distincts avaient été ouverts dans la première année de fouilles, après les sondages, et puis 2 d'entre eux ont été joints par un grand décapage final. Alors concernant tout d'abord le néolithique final, le secteur B ici, la partie centrale du plateau, semble livrer une occupation unique, même s'il y a quelques perturbations de place en place, conservée sous la forme d'une nappe de mobilier et de vestiges directement posés sur la dalle de substrat rocheux, quelques centimètres sous la surface du sol actuel. Vous avez un montage photo là, des décapages principaux qui mettent en évidence déjà la répartition des vestiges, avec des zones vides et des zones un peu plus dotées. Et la version en plan,
Discriminant les types de vestiges, vous pouvez déjà voir certaines concentrations d'une forme générale apparaître dans la partie gauche, là au milieu, je pense. Alors, oubliez la concentration de pierre qui se trouve au nord dans la structure de couleur brune. Il s'agit donc de l'anomalie probablement de période moderne. Quelques détails de ces concentrations de mobilier, en particulier les concentrations de talettes calcaires qui a priori ne sont pas présentes géologiquement sur le site, mais qui sont connues pas loin sur le contournement de Montagnac, par exemple, donc quelques kilomètres au plus et peut-être au plus près en réalité. La présence de quelques gros blocs aussi qui émergent de place en place. Des concentrations de mobilier, céramique essentiellement, mais aussi de faune parfois. Et en version simplement surlignée l'existence d'un plan ovalaire marqué probablement par un mur périphérique. 3 cupules alignées dans le rocher, dans le grand axe, et puis les concentrations de dalettes et de mobilier qui finissent de dresser un plan qui semble pas trop déviant quand même. Et si on conserve que les éléments structurants, vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez noter la présence d'une petite tache bleue contre une paroi supposée au nord-est de la structure ici. Il s'agit d'un ensemble de galettes calcaires assez soigneusement agencées, assemblées, dont la principale est totalement étoilée, fragmentée, probablement sous l'effet de la chaleur. On va interpréter cet ensemble comme une probable plaque foilière. C'est bordé de petits galets de calage. Et bien entendu, au vu de la profondeur des vestiges, on est dans un système qui a été totalement lessivé. Et on a surtout une absence totale de charbon, de cendres. Je crois qu'on a 2-3 charbons inférieurs à la dimension de l'angle d'un petit doigt, le mien, d'accord, mais quand même. Bref, il n'y a pas de charbon sur le site. Malgré les tamisages fins, il en est même des restes archéologiques remarquablement absents, ou du torchis qui est bien fondu, jusqu'à 110 fragments seulement dans ce secteur, si j'ai bien lu le rapport. Pour l'essentiel informe et de taille très réduite. L'ensemble du site semble avoir été lessivé de façon très très importante. Toujours pour le néolithique final, à l'autre extrémité de la grande fenêtre de décapage, là, appelée secteur A, on a aussi quelques vestiges intéressants. On est dans un secteur où le substrat rocheux fait une marche qui semble avoir permis la conservation d'une séquence qui, selon les secteurs, pourrait faire 20 à 60 cm de puissance, ce qui, sur ce plateau, est exceptionnel, n'est-ce pas ? Alors, il n'a pas été possible de préciser si une stratigraphie existe dans le néolithique final, car d'une part, le secteur a été réoccupé et réaménagé à plusieurs reprises à l'âge du bronze, ce qui complique la lecture un petit peu, malgré nos séances de réflexion un peu intenses. Et d'autre part, car la fouille a été interrompue avant d'être terminée, j'y reviendrai. Ce qu'on a pu y observer en l'état des analyses. Un niveau immédiatement sous le sol actuel, 15 cm au plus, 5 cm parfois sous le sol actuel, montrant plusieurs panneaux de vases écrasés, comme vous le voyez à l'écran, quelques petits récipients presque complets aussi. On n'est pas dans des structures, on est dans sur un truc à part. Un grand récipient aussi, presque complet, disposé probablement dans une fosse qui s'ouvre à ce même niveau. Donc. Et une fouilleuse très contente de ses gros dessous. Un petit four en terre crue, moins bien préservé que celui de Fabien, certes, qui a été aussi découvert souvent à ce même niveau, implanté jusqu'au substrat rocheux. Il mesure environ 1,15 m de longueur totale, en forme d'ampoule, globalement, avec une seule plaine et une double couronne de parois. Le charbon est encore une fois remarquablement absent, comme tout vestige qui permettrait d'approcher la fonction de cette structure de combustion à l'évidence. Concernant le mobilier du néolithique final, la céramique, elle est le vase tout à l'heure conservé. La céramique, elle est très abondante, elle est plutôt bien conservée, elle présente des morphologies variées, de nombreux éléments diagnostiques, des cordons simples, des marques multiples, des impressions surtout diverses, des pastillages repoussés, pas mal de choses, pas grand-chose évoquant le vérasien, pas de fond vrai. On est plutôt dans une ambiance qui évoque ce qui est appelé localement le groupe ou le style de Coulobre, a priori, donc un néolithique final assez avancé, avec un certain nombre d'éléments
une impression surtout, comme élément caractéristique des décors, des impressions en ligne sur de la céramique qualifiée localement de pédifacturée, autrement dit, faite avec les pieds. Pour vous donner une idée de la variété. La présence dans ce niveau, dans le secteur B, de rares éléments de céramique campaniforme de style ancien, céramique très fine, décor au peigne et à cordelette de bande à cheval alterne, en fait peut-être un ou deux vases maximum en réalité, qui marque bien cette occupation probablement en synchronie avec ce style de couleur. La principale occupation suivante est attribuable au début du Bronze Ancien. Les niveaux du néolithique final ont été impactés en fait par le creusement d'une large fosse et l'implantation d'un mur, a priori à double parement, d'environ 1 mètre de largeur, mais conservé sur à peine plus de 2 mètres en longueur, ce qui est toujours un peu embêtant pour étudier un mur. La fosse présente un remplissage de pierres de petits modules et d'assez nombreux ossements de bœuf, ainsi que du mobilier archéologique, mais du mobilier archéologique qui a évidence à remobiliser, remanier pas mal de mobilier du néolithique final. Le petit bout de mur orienté sud-est-nord-ouest, qui n'a été conservé en fait que par la mise en place d'un talus postérieur par-dessus, ne correspond pas à un système d'enceinte qui fermerait le plateau, là, puisqu'il est perpendiculaire aux marches naturelles et à la pente du plateau. Il participerait plus probablement à un bâtiment aujourd'hui totalement détruit, probablement. L'attribution aux bronze anciens n'a pas été facile pour cette structure, elle est fondée sur l'observation stratigraphique de différents éléments. Il peut a priori pas être du néolithique final puisqu'il s'implante dans la fosse du bronze ancien et il semble déconnecter des aménagements postérieurs de l'âge du bronze qui vont le fossiliser. Donc on a deux terminus normalement à peu près cohérents. Mais on n'en fera pas grand-chose. Alors si ces niveaux, je le disais, ont clairement remobilisé du mobilier de l'occupation antérieure du néolithique final, on note surtout la présence en nombre d'éléments typologiques du bronze ancien 1, dont des céramiques à décor incisé et barbelés, et puis uniformes, qu'on a aussi en plusieurs points du site directement sur le substrat rocheux entre les secteurs A et B. Reste l'anomalie qui évoquait si bien en photo aérienne une fermeture du plateau dans son secteur le plus accessible. Jean Crimal y avait pratiqué un sondage, celui-ci, en 1992 pour essayer de comprendre quelque chose et il n'a pas bien compris de quoi il retournait. On a fait de même en 2020, le sondage à côté, on a tranché à côté, et il faut bien avouer qu'on n'a pas compris grand-chose non plus. Bon, c'est pas que de notre faute, je le signaler quand même. La tranchée a tapé directement sur le mur, là, le bout de mur du bronze ancien, en l'attrapant par le dessus, et a donc été gentiment vidé par les fouleurs. Le comblement interne du mur, le bourrage, a été vidé bien gentiment en laissant les deux parements de part et d'autre. On n'a rien compris. Ça évitera. Nous avons ensuite décapé l'ensemble de la surface de ce talus enfoui pour son extrémité, là, ce qui a permis de mieux comprendre ce qui s'est passé, peut-être. Alors je passe sur le sondage un peu tragique, vous pouvez voir quelques éléments. La surface du talus lui-même présente un nappage de pierre assez dense, de modules plutôt calibrés, contenant des éléments de meunerie en réemploi, beaucoup d'éléments a priori qu'on a aussi dans le néolithique final. Le talus est clairement dissymétrique. Il présente une petite pente dans la partie interne, et puis de l'autre côté, c'est un grand glacis assez allongé de plusieurs mètres vers l'extérieur. En dessous de ce nappage de pierre, le talus semble constitué surtout de sédiments, anthropisés, bruns, magnifiques, de pierres ainsi que de blocs plus gros, moins calibrés, mais surtout de terre. Donc il ne s'agit pas d'un tas de pierres, et certainement pas d'un équerrement. C'est bien d'autre chose qu'il s'agit. Concernant le mobilier datant, à part quelques éléments modernes contemporains à la surface du glacis de pierre, on a des éléments du néolithique et du bronze ancien probablement remaniés dans la couche brune, et un terminus probablement qui nous est donné par un lot de céramique à rapporter a priori au bronze moyen. Donc vous voyez quelques éléments ici à l'écran, et ici de même.
plus anciens, évidemment, parce que ça remobilise le niveau sous-jacent, mais c'est tout. Est-ce qu'il s'agit ou pas d'un système de clôture? Comme la fouille a été interrompue, on ne pourra jamais vérifier la présence éventuellement d'une palissade en arrière du glacis qu'on n'a pas pu observer lors de la fouille précédente. Le reste du mobilier archéologique du site n'est pas toujours aisément attribuable au néolithique final ou au bronze ancien en raison de l'aménagement et de l'ornement des différentes structures. L'industrie lithique n'est pas très abondante, surtout composée de silex, aussi d'un peu de quartz. Elle se caractérise comme une bonne industrie de la fin du néolithique par la recherche d'éclats de petits modules obtenus par percussion directe dure. Vous remarquerez au passage de toutes petites armatures de flèches qui semblent assez bien connues dans le groupe de Coulomb, dans ce secteur géographique. Le macro-outillage et l'outillage en pierre polie est représenté par 3 haches, du matériel de menuiserie assez abondant, des percuteurs, et 2 belles pierres à cupule dont la fonction n'a pas encore été précisée. L'outillage en matière pure d'origine animale est présent, 16 outils en 2 campagnes de fouille, dont 15 points sur os et un outil sur bois de serre dont il manque la partie active. Une modeste série d'éléments de parure a été mise au jour, surtout des coquillages, des coques, des pectènes et autres parfois perforés, des dentales, une unique perle façonnée en forme de bobine au milieu en bas, qui n'est pas une vertèbre de poisson, hein, une petite perle. Et malgré la proximité de Cabrières, le métal est très rare, se réduisant à une toute petite poignée de débris d'alliage cuivreux difficile à qualifier et à dater. Ici en bas, éventuellement, une grosse perle, probablement d'alliage cuivreux, probablement, mais qui a été trouvée dans un contexte remanié et donc pas directement datable. L'assemblage phonique est abondant, en revanche, plutôt bien conservé, mais très fragmenté. Il regroupe essentiellement des animaux domestiques, moutons, chèvres, bœufs, porcs, qui ont été consommés, et le chien, le lapin étant la seule espèce chassée. Le profil d'abattage des caprinés domestiques majoritaires sur le site montre qu'ils étaient exploités à la fois pour leur viande et leur lait. Les très jeunes individus de moins de 2 mois sont absents dans ce profil, mais quelques autres signalent la présence de jeunes proches de la naissance, indiquant que les mises bas se faisaient vraisemblablement sur place. L'économie alimentaire des groupes humains de Montredon est donc basée sur l'exploitation des produits des troupeaux, avec une prédominance des caprinés et une rareté des porcs, similaire en fait à celle qui a été observée sur d'autres sites régionaux de la même période. Finalement, une petite série de datations a été réalisée sur des échantillons prélevés sur de gros ossements, en prenant soin particulièrement des contextes et en multipliant les mesures sur la mesure. Et si une séquence est possible dans les occupations de la fin du néolithique, avec 2 dates un peu déconnectées, un peu anciennes, la principale occupation reconnue sur le secteur A et B, elle se calme très bien entre 2550 et 2200, même probablement entre 2500 et 2350, c'est celle qui correspond à ces éléments du style groupe de Coulomb et les éléments du campaniforme ancien, tout ça semble assez cohérent. L'US qui livre les éléments bronze anciens et du campaniforme se place entre 2200 et 1980, et probablement entre 2150 et 2050, de façon aussi très cohérente. Finalement, seule la date obtenue pour le bronze moyen, pour le niveau du talus, s'avère un peu ancienne, puisqu'elle tombe dans le bronze ancien 2, mais comme il y a beaucoup d'éléments remaniés dans ce tas de terre, ça n'est rien. L'opération a malheureusement été interrompue, je le disais en commençant, en raison d'un changement de propriété, une nouvelle propriétaire parisienne non résidente ne voulant pas l'arrêter chez elle. Et c'est bien dommage, puisque cette petite opération qui est pour but principal de constituer un chantier école pour les étudiants s'avérait assez intéressante par la variété des discussions, des difficultés interprétatives. C'est aussi facile à fouiller que difficile à comprendre, comme on dit, qu'offrait un site presque totalement détruit, mais encore lisible malgré tout, avec un peu de temps et un peu de méthode adaptée. C'était pas mal. Bon, on va maintenant tâcher d'en publier l'ensemble des données puisque c'est fait. Et on poursuit les travaux de terrain dans ce secteur géographique en reprenant maintenant des fouilles sur le site néolithique final, Perrières, campaniforme, du travers
Et je